What are you scared of? I'm scared of ending up alone. Culpabilité. Rien ne résume mieux l'émotion qui tourmente le plus Ellie Williams depuis ses 14 ans. Née durant l'été 2019, Ellie passe la totalité de sa jeune existence au sein de la zone de quarantaine de Boston. Enrôlée à l'école militaire, elle n'est aux yeux de tous qu'une simple orpheline programmée à devenir un pion de plus au service de la Fedra, l'organisation qui gouverne la ville. Durant son adolescence, elle découvre par hasard son immunité au cordyceps, le champignon toxique ayant décimé les 3/4 de la population mondiale. Les Lucioles, un groupe paramilitaire révolutionnaire, chargent alors 2 contrebandiers, Joel et Tess, de l'escorter en dehors de la ville vers une de leurs bases, afin de développer un vaccin et sauver l'humanité. Cette mission, courte sur le papier, se transforme finalement en un long périple d'1 an à travers les États-Unis, où Ellie et Joel développent une relation père-fille qui les rend inséparables. Ellie se sent coupable d'avoir survécu à l'infection, alors que tant d'autres avant elle ont disparu, notamment des proches. Le fait de contribuer à l'élaboration d'un remède est donc pour elle l'occasion ultime de donner du sens à sa vie, et ainsi vaincre ce mal-être qui la consume de l'intérieur. Malheureusement, l'issue de son voyage avec Joel se termine sur un bain de sang et un mensonge, et elle n'en ressort que fragilisée. Plusieurs années s'écoulent, avant qu'un événement traumatique ne vienne réveiller en elle ce sentiment de culpabilité qui l'a tant bouleversée. L'adolescente drôle, optimiste et empathique laisse progressivement sa quête de vengeance lui retirer toute son humanité. Et personne ne sait si elle parviendra à surmonter ses démons ou s'ils le mèneront à sa perte. After all we've been through, everything that I've done, it can't be for nothing. I'm just a girl, not a threat. What are you doing? I have to finish it. You can't stop this. I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them. L'infection au cordyceps est une fin terrible, car elle vous fait mourir 2 fois. La première quand vous prenez conscience que votre destin est scellé, la seconde quand vous vous transformez définitivement. Le sentiment de culpabilité d'Ellie trouve son origine dans le premier épisode traumatique de sa vie, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Une nuit d'été, elle est réveillée par sa meilleure amie Riley, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis 1 mois. Riley lui explique s'être enfuie de l'école militaire pour rejoindre les Lucioles. Cette nouvelle allégeance l'oblige à quitter Boston de manière indéterminée. Son ultime souhait avant de partir est donc de s'embarquer dans une dernière escapade avec elle. Ellie accepte sa proposition et s'aventure avec elle dans un centre commercial abandonné, afin de s'amuser une dernière fois le temps d'une nuit. Durant ces heures passées ensemble, Ellie se rend compte qu'il y a plus que de l'amitié entre elles. Le moment intime qu'elle partage est malheureusement gâché par une bande d'infectés qui les repèrent et les prennent en chasse. Les 2 adolescentes parviennent à s'en débarrasser après une lutte acharnée, mais leur vie bascule pour de bon, et l'idée d'un avenir ensemble se volatilise. Billy, your arm. No. Ellie décède une première fois quand elle réalise que sa vie et celle de Riley touchent à leur fin. Elles qui sont si jeunes, elles qui ont tant de choses à accomplir. Pour elles, tout est terminé, et il est maintenant temps de se laisser mourir une seconde fois, en laissant l'infection prendre le contrôle. Ce fatalisme d'Ellie est contrebalancé par l'optimisme de Riley. Cette dernière refuse d'utiliser son arme pour abréger leur souffrance. Elle refuse d'attendre la transformation, car elle refuse d'abandonner. Elle considère chaque minute supplémentaire avec Ellie comme une chance, qu'il ne faut pas gaspiller. C'est cette vision positive de la vie qui sauve notre protagoniste. C'est en effet uniquement parce qu'elle refuse le suicide qu'elle finit par remarquer que la morsure n'a aucun effet sur son corps et son esprit. Cette réalisation lui permet de tirer une conclusion importante. Elle est immunisée au cordyceps. Cette immunité est porteuse d'espoir pour l'humanité, mais elle ne lui procure aucune joie, bien au contraire. Ellie sort de cette expérience en souffrant de ce que les psychiatres appellent la culpabilité du survivant. Ce trouble émotionnel a été défini et observé pour la première fois dans les années 60 sur des rescapés de la Shoah. Une grande partie des survivants des camps ressentaient un sentiment de honte lié au fait de faire partie de la minorité ayant survécu. Ce malaise intérieur fut ensuite intégré à la liste des symptômes du trouble de stress post-traumatique, dont nous verrons toutes les composantes plus tard. Ellie voit sa survie comme une injustice envers Riley.
Cette interprétation de son immunité lui donne l'intime conviction de ne pas mériter d'être en vie. Cette croyance est d'autant plus renforcée par le fait qu'Ellie est la seule personne connue à avoir survécu à l'infection, là où les survivants de massacres, d'attentats ou d'accidents ne sont souvent pas les seuls miraculés. L'unique moyen pour elle d'effacer ce sentiment de culpabilité est donc de redonner de la valeur à son existence. Et c'est là qu'intervient la quête d'un vaccin. C'est dans la poursuite de cette cause noble qu'elle fait la rencontre d'un certain Joel Miller, un vétéran de la survie qui se charge de sa protection. Here we go. Sorry. On ne peut pas comprendre l'évolution psychologique d'Ellie sans se pencher sur le lien qui l'unit à Joel. Joel est un homme de 53 ans qui, contrairement à Ellie, a vécu l'effondrement de la civilisation 20 ans plus tôt. Le 26 septembre 2013, Joel fête son anniversaire à Austin, au Texas, avec sa fille Sarah. Cette nuit-là, un virus encore peu connu se propage de quartiers en quartier, au point de provoquer le chaos dans toute la ville. La méfiance généralisée de la population se transforme en quelques heures en paranoïa, empoisonnant les esprits de chacun. Joel est forcé de quitter la ville avec sa fille et son frère Tommy. Durant leur fuite, ils font face à quelque chose d'encore plus dangereux que n'importe quel infecté. Un être humain ne faisant que suivre les ordres. We need help. Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Oh, shit. Please don't. Oh, no. Sarah. Move your hands, baby. I know, baby, I know. God. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. All right, I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. No. No, no, no. Please. 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 Please don't. Please. En perdant son enfant, Joel perd une partie de lui-même, la partie tendre et compatissante. Désormais, la noirceur habite son esprit et ses actes. Durant les années qui suivent, il s'associe avec Tommy pour intégrer un groupe de chasseurs. Les chasseurs sont des personnes qui pillent, volent, torturent et tuent pour survivre. Ces années représentent donc une traversée du désert pour Joel. Elles l'ont rendu violent, froid et cynique. Les deux frères finissent par se séparer et après une longue période seule, Joel fait la rencontre de Tess, une femme de son âge avec qui il se lance dans de la contrebande. Marlène, la chef des Lucioles, leur propose un jour un marché. Escorter une adolescente en dehors de la ville en échange d'armes. Les deux trafiquants acceptent, sans savoir que cette mission bouleversera à jamais leur vie. Arrivés au point de rencontre, ils constatent impuissants que les Lucioles qui les attendaient ont été abattus. Joel veut alors abandonner la mission, mais Tess le fait revenir sur sa décision. Elle lui avoue avoir été mordue quelques heures auparavant, et lui explique que son dernier souhait est qu'il fasse tout son possible pour trouver un vaccin. Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago and it's already worse. This is fucking real, Joel. Joel est au départ très froid avec Ellie, mais au fur et à mesure de leur périple, il reconnaît le potentiel de la jeune fille et devient une sorte de mentor pour elle. En 1 an de survie aux côtés de Joel, Ellie passe d'une ado sans défense à une tueuse aguerrie sachant manier l'arc, le pistolet et le couteau. Durant ces 1 an, notre duo parcourt les 4 coins des États-Unis et fait face à des infectés, à la Fedra, à des groupes de chasseurs et à des cannibales. L'humour, l'humanité et le courage d'Ellie viennent à bout de la carapace de Joel et parviennent à le détourner de son passé sombre. I'm sure your friend will be missing this tonight. Light on the reading, but it's got some interesting photos.
Now, Ellie, that ain't for kids. Oh. Why are these all stuck together? I'm just fucking with you. Bye-bye, dude. Come on, hurry up. Hurry up. So fucking cool. Where's it off to? Come on. Ellie, give me your hand! Give me your hand before you... Quelques centaines de mètres, c'est ce qui sépare Ellie et Joel de l'hôpital Sainte-Marie où se trouvent les Lucioles. Dans cette dernière ligne droite, les deux survivants sont piégés par des courants extrêmement violents et par des gardes ne faisant qu'appliquer les ordres. Hands in the air! She's not breathing. Hands in the fucking air! Come on. Joel se réveille à l'hôpital, désorienté. Marlène lui confirme qu'Ellie a survécu à la noyade, mais elle lui révèle aussi les conséquences désastreuses de la conception d'un vaccin. Let me see her, please. You can't. She's being prepped for surgery. The hell do you mean, surgery? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, has somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. A vaccine. But it grows all over the brain. It does. Find someone else. There is no one else. Listen, you were gonna show me where Stop. I knew her since she was born. I promised your mother I would look after her. Then why are you letting this happen? Because this isn't about me, or even her. There is no other choice here. Yeah, you keep telling yourself that bullshit. March him out of here. He tries anything, shoot him. Don't waste this gift, Joel. Joel refuse de perdre Ellie au profit de ceux auxquels il faisait confiance. Pas comme ça, pas après tout ce qu'ils ont vécu. Alors qu'il est escorté par un soldat, il contemple le dilemme auquel il fait face et prend une décision radicale. L'humanité a tout pris à Joel, donc en retour, il décide de tout prendre à l'humanité. Car pour Joel, la vie d'Ellie est plus importante que tout à ses yeux. Car rien ne peut briser le lien qui l'unit à elle. Rien, pas même une armée tout entière. Les Lucioles ont décidé de lui voler son avenir. Un avenir qui ne peut exister sans Ellie. Alors il est prêt à tout, à torturer, tuer, massacrer tout ce qui s'oppose à lui. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. No! Fucking animal! Carrie, shut the hell up. Come on, baby girl. I got you. Quand il porte sa protégée, il se souvient de la dernière fois qu'il a porté Sarah et refuse que le cauchemar se répète. Oh, shit. I'm getting you out of here, girl. I got you. Cover the exit. I got you. Come on.
elevator's off. Go around to the other side! We're okay. We're okay. Your last chance. Drop him. Now! Dad? I got him in my sight. I said get back! Hold your fire! Hey, stop! Hey! It's okay, baby. We're safe. We're safe. En sauvant Ellie, Joel se sauve lui-même d'une descente aux enfers. Son périple avec elle lui aura permis de guérir du deuil de sa fille, car la seule chose qui lui manquait pour cicatriser était d'aimer à nouveau. Il ne veut à présent plus passer son temps à survivre, il veut juste vivre, même si cette nouvelle vie se base sur un heureux mensonge masquant une triste vérité. Joel cache à Ellie la réalité de sa tuerie. Il lui explique qu'elle n'est pas la seule personne immunisée et que les Lucioles ont abandonné la recherche d'un vaccin. La jeune fille est dévastée de la nouvelle, elle qui voulait à tout prix servir l'humanité. Notre duo part ensuite s'installer à Jackson, une ville autosuffisante du Wyoming où une place leur a été réservée par Tommy. Une fois là-bas, Ellie tente de se reconstruire comme elle peut. Elle est alors plus proche que jamais de Joel, qui est toujours là pour veiller sur elle. Il lui apprend la guitare et lui offre le meilleur anniversaire de sa courte vie. We're here. Oh my god, it is a dinosaur! And it is. Joel! Surprise. Holy shit. What are you doing? Ellie, be careful. Climbing a dinosaur! Yeah, I can see that. Just don't die falling off of one. Whoa, what are you doing? Don't jump. Just climb down. Ah! Hey! Oh, did you see that? After you. What the heck? Happy birthday, kiddo. What is this? This is a thing that took a mighty effort to find. Close your eyes. 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Ces moments de flottement nous donnent l'illusion que plus rien ne pourra les séparer, qu'ils continueront comme cela pendant des années. Mais le mensonge de Joel finit par refaire surface, à mesure qu'Ellie se ressasse son passage à l'hôpital Sainte-Marie. Let's go get Tommy and we can get these bodies back to Jackson.
After you took me out of the Firefly Hospital, you said there were dozens of people like me. Yeah? I've never met another immune person before. Have you? En grandissant, Ellie remet de plus en plus en question la version de Joel sur ce qui s'est passé avec les Lucioles. Comment pouvait-il être certain qu'il n'y avait pas de remède possible? Et pourquoi était-elle encore en blouse et anesthésiée sur le chemin du retour? Ellie décide de retourner à l'hôpital Sainte-Marie pour trouver des réponses à ces questions. En fouillant dans les décombres, elle découvre la vérité sur la fameuse nuit où tout a basculé. Elle confronte Joel sur son mensonge et il est donc contraint de tout lui avouer. Just say it. Making a vaccine would have killed you. So I stopped them. En privant Ellie de son but ultime, Joel l'empêche d'effacer ce sentiment de culpabilité qui la secoue depuis ses 14 ans. Pendant 1 an, elle a bataillé contre le pire de l'humanité et des infectés, pour atteindre un but altruiste. Mais à l'arrivée, on lui a retiré le droit de choisir. L'état d'esprit de l'adolescente nous indique qu'elle se serait sûrement sacrifiée si on lui en avait laissé la possibilité. C'est grâce à Joel qu'Ellie est en vie, qu'elle est entourée et en sécurité. Mais c'est aussi à cause de lui qu'elle est profondément blessée. Blessée d'être revenue au même point émotionnel qu'à ses 14 ans. Blessée de ne plus avoir d'objectif plus grand que sa propre personne. Et blessée que tout cela ait été provoqué par le seul individu en qui elle avait confiance. Sa réaction peut nous paraître exagérée, sauf si on l'analyse sous le prisme de la culpabilité du survivant. Plus le coût de la survie est jugé élevé, plus la haine de soi qui en résulte est grande. Quand Ellie a été infectée, elle trouvait alors sa survie uniquement injuste envers Riley. Désormais et à cause de Joel, elle considère sa survie comme injuste envers l'humanité tout entière, qui se voit privée d'un vaccin. Le poids de la culpabilité qu'elle ressent est donc insoutenable, et l'oblige à couper les ponts avec lui. Le vieil homme se retrouve rejeté par la personne qui avait le plus de valeur à ses yeux. On voit toute l'étendue de son attachement envers elle lorsque l'on inspecte sa maison et que l'on y aperçoit une photo de lui et d'Ellie, juste à côté de celle de sa défunte fille. Ce qu'il ignore est que le massacre qu'il a commis dans cet hôpital ne lui a pas simplement coûté sa relation avec sa fille de substitution. Elle a aussi lancé un cycle de vengeance inarrêtable. Le chirurgien en charge de l'opération n'était aux yeux de Joel qu'un monstre prêt à sacrifier une gamine de 14 ans. Mais quand on change de perspective, il était aussi un père de famille, qui avait conscience de la gravité de son acte, mais pour qui l'avenir de sa fille Abby et celui de l'humanité comptaient plus que tout. Toute action entraîne une réaction, et aux yeux d'Abby, c'est Joel le véritable monstre dans cette affaire. That's Joel. What's your name? Abby. Abby, you okay? Nothing but lucky. You have no idea. How'd y'all get electricity in here? Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. Who are these people? How long y'all been here? Since yesterday. Yesterday. I'm Mel, by the way. Tommy. This is my brother. Joe. Y'all act like you heard of us or something. Because they have.
Joel Miller. Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. Joel! Tommy! Oh, shit. How do I get down there? You stupid old man. You don't get to rush this. What's going on? Let him go. Who is that? Let him She go. snuck in. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't shoot. Joel, please get up. No! Fucking kill you. Ellie. I'm sorry. Jesse! They're down here! En perdant Joel, Ellie perd le peu d'estime de soi qui lui restait. Désormais, ce n'est plus de la culpabilité qu'elle ressent, mais une haine d'elle-même. Ellie se hait pour deux raisons. Elle s'en veut de ne pas être parvenue à sauver Joel, et elle s'en veut de ne pas avoir recollé les morceaux avec lui avant sa mort. Cette seconde cicatrice est plus profonde que la première, car elle était alors maître de la situation. Le décès de Joel lui fait donc se rendre compte de la chance qu'elle avait d'avoir quelqu'un comme lui à ses côtés, une chance qu'elle a gâchée en prenant cette distance avec lui. Les fleurs entourant sa maison nous indiquent à quel point il était apprécié de la communauté. Quand Ellie repasse une dernière fois dans la maison de son père de substitution, elle se rappelle des moments passés ensemble, et de tout ce qui faisait l'identité de Joel. De la photo de lui et Sarah qu'elle lui avait donnée après leur premier passage à Jackson, en passant par la montre brisée lors de la mort de sa fille. Your watch is broken. Mais aussi ses nombreuses guitares, le dernier lien qui les unit. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar.
I reckon you'd really like that. Ellie est dévastée et sa souffrance est si intense qu'il lui faut quelque chose pour la soulager, quelque chose pour la faire avancer, un but bien précis, se venger. Elle ramène sa copine Dina avec elle tandis que Tommy part un jour plus tôt de son côté, direction Seattle, où se situe le Front de Libération de Washington, le groupe paramilitaire d'Abby et ses amis. Le rôle principal de la vengeance n'est pas d'amener la justice, mais de soulager les émotions négatives provoquées par l'agresseur. Pour Ellie, il s'agit du chagrin et de la haine de soi. Mais est-ce que se venger lui procurera un quelconque plaisir ? Eh bien oui. Dans les années 2000, plusieurs études sur le cerveau humain ont démontré l'aspect antalgique de la vengeance. Plus précisément, il a été observé que des sanctions infligées à des individus injustes boostaient l'activité des régions cérébrales associées au traitement de la récompense. Une étude de 2016 de l'université du Kentucky réunissait plusieurs participants autour d'un jeu de réactivité. À chaque manche, le gagnant envoyait un son plus ou moins puissant au perdant. Au fur et à mesure des parties, la colère de chacun des joueurs envers leur adversaire grimpait et les incitait à se venger. Au moment de décider du volume du son, il a été remarqué une activation du striatum ventral, zone liée à la gratification et à la récompense. Une autre étude de 2004, les bases neuronales de la punition altruiste, eut des résultats similaires. Elle fut la pionnière en la matière. Dans un jeu économique, deux sujets pouvaient choisir de coopérer ensemble ou de tromper l'autre. Lorsqu'un joueur était trahi, il avait 1 minute pour décider s'il souhaitait se venger en sanctionnant financièrement l'autre joueur. Il a alors été remarqué qu'une punition infligée plus grande était associée à une plus grande activation du noyau codé. Cette zone est impliquée dans la prise de décision motivée par l'anticipation de gains. Autrement dit, ce n'est pas juste la vengeance qui procure du plaisir, mais la poursuite de celle-ci. C'est cette seconde facette qui explique non seulement la traque de Joel par Abby pendant plusieurs années, mais aussi la quête dangereuse d'Ellie, qui risque sa vie et celle de ses proches pour retrouver celle qui a causé son malheur. Une fois à Seattle, Ellie sème le sang et le chaos sur son passage, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Give me your hand. It's for good luck. I don't believe in luck. I do. You still hear his screams? I hear them every night.
Yeah. Yeah, that little bitch got what he deserved. Fucking Get downstairs! Where's Abby? You're breathing spores. You're her. Think about what he did. How many people are dead because of him? Last chance. I'm not giving up, my friend. Chaque jour qui défile, les actes d'Ellie lui donnent un certain plaisir, mais celui-ci est éphémère, car il faut voir la vengeance comme de l'héroïne, c'est-à-dire comme une drogue dure empoisonnant l'esprit. Tout effet remontant est contrebalancé par une période de descente, dont l'intensité croît en même temps que l'addiction. En torturant Nora, Ellie obtient d'elle l'endroit où se cache Abby, l'aquarium public de Seattle. À mesure qu'elle se rapproche de sa cible, la violence qu'elle inflige aux autres et qu'elle reçoit l'abîme physiquement et mentalement. Alors que sa persévérance est au plus haut, sa copine Dina lui fait une annonce qui remet en cause toute leur mission. Elle est enceinte de son ex, Jesse. Ellie lui promet de retrouver Tommy avant de rentrer ensemble à Jackson. Elle s'appuie sur des messages radio de soldats de la WLF qui décrivent un intrus s'étant infiltré à Hillcrest. Une fois sur place, elle réalise que l'intrus en question n'est autre que Jesse. De retour au théâtre, le jeune homme devine rapidement que Dina attend un enfant de lui. Il tente alors de convaincre Ellie de rebrousser chemin, mais cette dernière refuse de partir sans Tommy. Jesse accepte de l'aider à le retrouver, à condition de retourner à Jackson juste après. Ellie et Jesse se dirigent vers l'aquarium, anticipant que Tommy s'en approche. Sur leur route, ils entendent plusieurs soldats de la WLF discuter d'un sniper ayant fait un carnage au port de Plaisance. Tommy étant tireur d'élite, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de lui. Son emplacement est néanmoins à l'opposé de l'aquarium où se trouve Abby. C'est à ce moment critique qu'Ellie trahit sa promesse envers Jesse et Dina, afin d'assouvir son addiction. We can get to the marina through here. No, we're taking a boat. You heard them, right? They're talking about Tommy. We don't know that. Who else is it gonna be? If it is him, he'll be gone by the time we get there. Abby is where he'll be headed, so if we just What fall... if he's in trouble? He can take care of himself. Jesus Christ. The best way to help Tommy is to go after Abby. I really hope you make it. Ce revirement individualiste nous montre l'impact sur l'esprit de la drogue qu'est la vengeance. L'égoïsme d'Ellie est similaire à celui qui gangrène progressivement de nombreux addicts, où la drogue devient plus importante que le bien-être de leur entourage. On peut parler de coût social, à savoir de l'impact sur le cercle social de l'individu. Pour Ellie, retrouver Abby compte plus que la sécurité de Tommy et Jesse. Elle s'engage donc seule dans cette mission folle, malgré les ennemis et la tempête. Une fois à l'intérieur de l'aquarium, elle fait face à Owen et Mel, les deux seuls amis d'Abby ayant fait part de remords dans leur participation à la torture de Joel. Owen est celui qui s'était interposé contre ceux qui souhaitaient abattre froidement Ellie pour ne pas laisser de témoins vivants. Il a par la suite critiqué Abby au sujet du supplice qu'elle a fait vivre à Joel. C'est donc quelqu'un de bon, qui a simplement été influencé par ses sentiments envers Abby, des sentiments qui l'amènent à la protéger coûte que coûte, à ses risques et périls. Ellie s'essaye à la méthode d'interrogatoire de Joel, mais échoue par manque d'expérience. Au lieu d'obtenir des informations sur Abby, elle n'obtient qu'un coup de massue sur la conscience, quand Owen lui fait part de ses dernières paroles. Tell me where Abby is. Where the fuck is she?
Les conséquences des actes d'Ellie la tourmentent au point de la convaincre d'arrêter sa chasse à l'homme. Abby retrouve les corps de ses amis et tombe sur la carte d'Ellie indiquant l'emplacement du théâtre. Quand on fait le point sur ceux qui ont suivi Abby dans sa quête de vengeance, il s'avère que seule la principale intéressée est encore en vie. Tommy a d'abord abattu Nick, celui qui maintenait Joel en place contre le mur, puis Manny, celui qui a craché sur son corps. De son côté, Ellie a mis fin au jour de Jordan, Nora, Owen et Mel. C'est avec toutes ces morts à l'esprit qu'Abby débarque au repère d'Ellie pour en finir. Elle est aidée de Lev, un garçon qu'elle a pris sous sa coupe quelques jours auparavant. Ils parviennent tous deux à surprendre et maîtriser Tommy. Alors qu'il est mis en joue, Ellie et Jesse se précipitent pour lui porter secours. Jesse, stand up! Hands in the air, I shoot this one too. Don't you do it, Ellie. Get out of here. Stand up, now! Don't you fucking dare! Shut the fuck up! Fuck. All right, stop! Stop! You killed my friends. We let you both live. And you wasted it! Wait! Get off of her! Move me! Come on. S'ensuit un combat féroce entre deux femmes brisées par les actions de l'autre. Abby s'est entraînée pendant des années et a façonné son corps pour devenir une machine à tuer et parvenir à se venger du meurtrier de son père. Malgré cela, l'intelligence d'Ellie lui permet de faire durer le combat. Sa stratégie est de la contourner en gardant ses distances. Abby, elle, fait tout pour s'en rapprocher. Après plusieurs échecs, elle parvient finalement à ramener leur lutte à du corps à corps, un domaine où elle est imbattable. She had nothing to do with it. She's pregnant. Good. Abby. Don't ever let me see you again. Come on. La mort de Joel et sa vengeance aura laissé des traces, mais Ellie est résolue à une nouvelle vie, à un nouveau départ. Elle s'installe dans une ferme non loin de Jackson avec Dina et son enfant JJ. Tommy, lui, a survécu, mais il a perdu un œil et une partie de sa mobilité. Il n'est pas parvenu à passer à autre chose, et souhaite toujours venger son frère. Il se rend donc à la ferme et partage à Ellie des informations sur l'endroit où se dirige Abby. L'insistance de Tommy ne suffit pas à convaincre Ellie de repartir, car le seul avenir viable pour elle se trouve ici, avec Dina et JJ. Elle décide donc de rester, mais elle souffre à présent du trouble de stress post-traumatique. Ce trouble se compose de 4 familles de symptômes. Parmi elles, il y a une altération de l'éveil et des réactions. Elle se traduit par une difficulté à s'endormir et à contrôler ses émotions, entraînant des excès de colère et des comportements impulsifs. Ellie fait part de troubles de sommeil dans son carnet. Elle fait également preuve d'évitement, le second symptôme, dans lequel le sujet évite les lieux, les discussions ou les activités rappelant le traumatisme. Ellie refuse de se confier à Dina sur Joel en général, et surtout sur sa mort, tandis que Dina, elle, parvient à parler de Jesse. Elle a heureusement une famille sur qui compter, mais aussi le soutien de Maria, la femme de Tommy, qui lui rappelle qu'elle est toujours la bienvenue à Jackson. Seul le temps permettra donc à Ellie de vaincre ses derniers démons, et ainsi réintégrer Jackson l'esprit et le cœur cicatrisés. Hang on, buddy. Yeah, there we go. It's pretty, right?
know what? I'm gonna teach you how to play guitar. When your hands are bigger. And you're not pooping your pants all the time. It's alright. Everybody does it. Got a lot of stories to tell you. When you're older. Much older. I don't even know where to begin. You want to pet him? Here. All right, there you go. Oh, 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 gentle, gentle, gentle. Just like that. There you go. Yeah. Hey. Hey. How'd you get out? Ellie, look at me. It's okay. You're home. You're home. Breathe, breathe. I Okay, I'm gonna take him, okay? Come on. Come here, sweetie. Ce qu'Ellie vient de vivre est un symptôme d'intrusion, c'est-à-dire le fait de revivre l'événement traumatique. Elle raconte dans son journal avoir eu un flashback de Joel lorsqu'elle chassait un sanglier. Ce n'est donc pas la première fois que cela lui arrive, mais cette fois-ci est la pire, car sa réaction met en danger le petit. Ellie raconte dans son journal que les intrusions et troubles du sommeil sont fréquents, et qu'elle ne souhaite qu'une chose, que tout cela s'arrête, car ils entraînent des effets négatifs sur sa pensée et son humeur, le dernier symptôme. Celui-ci se manifeste par une déconnexion vis-à-vis des autres, une difficulté à ressentir des émotions positives, comme la joie, l'amour ou la satisfaction, mais aussi par le fait de ressentir le fameux sentiment qui la tourmente depuis le début, la culpabilité. Ellie ne sait toujours pas pardonner de la mort de Joel, mais ce n'est pas tout. Cet aspect-là est en réalité secondaire dans son sentiment de culpabilité, car elle s'en veut surtout de l'avoir rejeté avant sa mort. C'est cela qui la tourmente le plus. La veille de son décès, Ellie et Dina reçoivent des insultes homophobes car ils s'étaient embrassés en public. Joel intervient pour les défendre, mais son côté paternaliste enrage Ellie qui l'envoie balader. Ellie se hait d'avoir été aussi dure avec Joel, et alors qu'elle est en pleine crise de sevrage, il lui apparaît quasiment impossible de résister à l'appel de l'addiction. Hey. Go back to bed. We'll talk about it in the morning, okay? I have to finish it. I don't sleep. I don't eat. I'm not like you, Dina. What? I love you. Prove it. Stay. I can't. Hey, stop. Hey. Hey. Come on. We've got a family. She doesn't get to be more important than that.
do this again. That's up to you. À Santa Barbara, Ellie parvient à se démener entre les infectés et les Rattlers, le groupe de survivants qui dirige la zone. Ceux-ci sont des sadiques qui vivent de l'esclavage des malchanceux qu'ils capturent. Abby et Lev en faisaient partie et sont à l'heure actuelle emprisonnés à leur base, la nouvelle destination d'Ellie. Plus elle se rapproche de sa drogue, plus son corps la rejette d'une manière ou d'une autre. Mais c'est l'esprit qui guide le corps, pas l'inverse. Abby. I found you. See? This bitch is fucked up. I'd be lucky if she lasts a month. Can we please just say we're done for the day? I mean, is she even worth the trip back? It's not like... Hey, get you? No. I'm good. Something funny? Looks like you shit your pants. Fuck you say? Oh, little bitch. Oh, you like funny, huh? Get up. Come on. Get up. We don't need this. No, man, she's fucked up anyway, man. Come on. Yeah, it's funny, right? It's funny. Serious? Come on. Tant qu'Abby sera en vie, la torture physique qu'elle a infligée à Joel renverra Ellie à la torture émotionnelle qu'elle lui a imposée, en coupant les ponts avec lui. Une opposition peut être faite entre ses actes et ceux de Joel dans l'hôpital Sainte-Marie. Joel tuait par amour, alors qu'Ellie tue par haine. L'un tuait pour atteindre et sauver celle qu'il aimait, l'autre tue pour atteindre et abattre celle qu'elle hait. L'un était motivé par son avenir, l'autre est motivé par son passé. Ellie finit par retrouver Abby et Lev sur les colonnes, une plage horrifique où les condamnés sont accrochés à des poteaux jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voyant Abby au plus bas, elle ne peut se résoudre à la tuer maintenant, car elle sait que cela ne lui procurera aucune satisfaction. Elle la libère donc, et marche à travers la vallée de la mort en faisant le pour et le contre de sa décision. Le chemin des deux ennemis est sur le point de se séparer, quand l'esprit d'Ellie la trompe une dernière fois. I can't let you leave.
doing this. No. I'm not gonna fight you. Yes, you will. Ce dernier combat est féroce, impitoyable et d'une noirceur absolue. Un dernier combat entre deux jeunes femmes au bout de leur vie et se faisant vivre un enfer. Un enfer déclenché 5 ans plus tôt à l'hôpital Sainte-Marie par une seule décision. Une décision terrible du père d'Abby soutenue par cette dernière, consistant à sacrifier une gamine de 14 ans inconsciente sans lui demander son avis ou celui de sa figure paternelle. Une figure paternelle qui n'a fait que remplir son rôle de père, en tuant le futur meurtrier de son enfant adoptif. C'est Jerry le responsable du malheur de sa propre fille et d'Ellie, et le catalyseur de la spirale de violence qui a suivi et qui atteint à présent son apothéose dans cet environnement morbide. Go. Just take him. What are you scared of? I'm scared of ending up alone. Ellie ressort grandie de cette expérience sanglante et ce, grâce à Joel. Pendant 5 ans, elle souffrait d'une haine d'elle-même liée au sentiment de culpabilité du survivant. Elle considérait alors son existence comme inutile et sans but. C'est en se souvenant de sa dernière discussion avec Joel qu'elle surpasse ses émotions négatives. Juste après l'avoir rejeté en public, elle se rend chez lui pour mettre les choses au clair. Dana. Is she your girlfriend? No. So stupid. I have no idea what that girl's intentions are, but I do know that she would be lucky to have you. I'm not trying to...
I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. See you around. Yep. Les déclarations de Joel permettent à Ellie de revaloriser sa vie, car elles lui montrent le bon côté de sa décision. Son existence à elle avait plus de valeur pour lui que celle de toute son espèce. Cette vision des choses redonne à Ellie une certaine estime de soi, car elle réalise que sa vie n'est peut-être pas si futile, étant donné qu'elle comptait plus que tout pour Joel. Ce qu'il ajoute sur la chance qu'aurait Dina de l'avoir va également dans ce sens, en lui rappelant que si et seulement si elle s'en donne l'occasion, elle peut contribuer au bonheur de ses proches. Ce nouveau rapport à elle-même lui permet d'entrevoir un premier signe de rémission dans le sentiment de culpabilité qui la consume depuis des années. Ellie emprunte également le chemin du pardon de soi, quant à son comportement froid et distant avec Joel, car dans ces derniers moments, c'est Ellie qui l'avait en face de lui, car c'est Ellie qui a pris le plus de risques pour le secourir. Elle se dit aussi que même si Abby les a privés d'une chance de renouer le lien si fort qui les unissait, Joel est parti en sachant qu'ils étaient sur la bonne voie. Ellie doit désormais s'inspirer une dernière fois de sa figure paternelle qui lui aussi avait perdu un proche, avait été rongé par la culpabilité et avait mis du temps à s'en remettre. Elle laisse donc la guitare qu'il lui a offerte derrière elle et repart avec le bracelet de Dina au poignet, symbolisant la fin d'un épisode de sa vie et le début d'une nouvelle histoire. Car Dina est pour Ellie ce qu'Ellie était pour Joel, l'antidote à sa souffrance, le remède à son malheur, l'espoir d'une vie meilleure. So, is this everything you were hoping for? It's got its ups and downs, but you can't deny the view, though.